Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette visioconférence. Ce matin, on a la chance d'avoir avec nous Maître Adrien Verrier qui va nous parler du risque pénal du chef d'entreprise. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions au sein du chat. Comme ça, Maître pourra y répondre au fur et à mesure. Voilà, le tout, c'est que cette visio soit dynamique et interactive. Et puis, je vais vous mettre dans le chat ses coordonnées. Comme ça, vous pourrez prendre contact avec lui en cas de besoin. Si jamais vous perdez ses coordonnées, n'hésitez pas à envoyer un email ou à Solène ou à moi, et puis on fera le relais auprès de Maître Verrier, il n'y a pas de souci. Je vous laisse la main et je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Adrien Verrier. Je constate qu'il y a quand même pas mal d'avocats sur le groupe. Donc, c'est une bonne chose, même si j'espère que je pourrai leur apprendre certaines choses. Bonjour notamment Yolène. Bon, bref, je ne vais pas commencer. Bonjour Philippine, tu n'es pas avocate, mais tu es comme une avocate. Bon, bref, comme je n'ai pas tous les visages, je ne veux pas faire de personnalisation. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Adrien Verrier, je suis avocat à Nice depuis 2002 et effectivement, je suis spécialisé en droit pénal et notamment en droit pénal des affaires qui englobe une thématique et une problématique malheureusement bien connue de certains chefs d'entreprise et de sociétés de manière plus générale, qui est la responsabilité pénale de l'entreprise, de la personne morale et de son dirigeant. Il faut que vous sachiez que dans le cadre de cette thématique, il y a eu différents mouvements de la part du législateur, du Parlement, des gouvernements, visant parfois à renforcer et à durcir la responsabilité des dirigeants et de leurs entreprises, notamment en brandissant le spectre de la pénalisation, c'est-à-dire essayer de rendre des délits, enfin de faire constituer des faits qui sont commis par l'entreprise et son dirigeant comme des délits pénaux, voire parfois des crimes. Mouvement qui, à un moment donné, s'est un peu atténué, où on s'est dit, mais il faut laisser la libre circulation des entreprises, le libre fonctionnement des entreprises. Et donc, on va essayer de leur donner un peu plus de liberté et envisager effectivement parfois de sanctionner des actes qui sont répréhensibles, mais pas forcément sur le plan pénal, pour éviter de leur faire peur et pour éviter de limiter l'entrepreneuriat, l'activité, le poumon économique des entreprises et des dirigeants qui les exploitent. Et on s'aperçoit que malgré tout, s'il y a eu certains contentieux, notamment en droit du travail, qui ont progressivement échappé à la sphère pénale. Donc pénal, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui a trait au jugement par les tribunaux correctionnels principalement, les tribunaux de police, des faits qui sont effectivement pénalement sanctionnés par des contraventions, par des peines d'emprisonnement, par des peines d'amende et qui sont sous l'autorité en général du procureur de la République. Et puis on s'aperçoit que malgré tout, il y a à nouveau un mouvement qui tend à durcir certaines infractions, à faire rentrer dans la sphère pénale des nouveaux délits, notamment des nouveaux faits. Et je pense en cela à tout ce qui est écologie, notamment des délits d'écocide qui est actuellement en cours d'examen, voire de vote au sein des assemblées qui nous représentent, pour s'adapter un petit peu à la situation actuelle et aux nouveaux enjeux économiques, écologiques de la société. Donc, pour vous résumer les choses, on a voulu dépénaliser, on a voulu donner un petit peu de souffle aux chefs d'entreprise, mais en définitive, on est toujours sur un espèce de serpent qui monte, qui descend. Et pour vous indiquer qu'en définitive, le chef d'entreprise, lui, il est confronté au quotidien à devoir faire face à toute une série d'infractions qui l'entourent. On est, je crois que ça ressortait notamment de mon propos introductif, de 13 000 incriminations qui sont réparties dans le code pénal, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'incriminations pénales qui sont disséminées dans différents textes de loi, parfois qui ne sont pas codifiés, qui ne sont pas dans des codes, qui sont dans des textes,
et pour lesquels on n'a jamais réussi à recenser de façon exhaustive toutes les incriminations. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour le chef d'entreprise de faire face à ces notions, de faire face à ces infractions, parce que sa vie sera jalonnée au quotidien de textes et de choses qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire que le texte de loi, la loi française en pénal, elle est conçue de cette façon, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf quand c'est interdit. Sauf qu'on s'aperçoit qu'avec 13 000 incriminations, évidemment, on ne peut plus faire grand-chose, ou en tout cas, dès qu'on fait quelque chose, il faut vraiment faire preuve de la plus grande prudence. Donc, mon propos va s'articuler. Alors, vous pouvez intervenir à tout moment, hein, il n'y a pas de formalisme de mon côté. Vous pouvez me bloquer, vous pouvez m'interpeller, vous pouvez m'insulter. On peut se faire tous les échanges que vous voulez, il n'y a aucun problème, je m'adapte. Notre métier veut qu'effectivement, on puisse essayer de réagir parfois en fonction des objections qui peuvent être soulevées. Et donc, vraiment, n'hésitez pas sur ce point. Propos que je vais essayer d'articuler rapidement. On a une petite heure maintenant, 45 minutes. Donc, on va vraiment faire de l'introduction générale sur le principe de la responsabilité à la fois de l'entreprise, mais à la fois de la personne morale, sur les procédures dans lesquelles vous êtes susceptible d'être confronté à la procédure pénale. Et puis, enfin, sur en partie 3, Solène, s'il vous plaît. Solène, elle est partie aller prendre un café. Un sommaire, merci. Les types d'infractions applicables aux dirigeants. Élodie, pardon, parce que moi j'ai dit Solène, mais c'est Élodie. L'habitude, c'est pas grave. Non, non. Et les moyens pour pouvoir défendre et pour pouvoir éviter les mises en cause sur le plan pénal par les chefs d'entreprise. Donc, rapidement, je commence par mon propos sur donc les infractions, je vous ai explicité. Alors, on a des infractions qui sont tantôt générales, un petit peu après, voilà, tantôt générales, droit commun, c'est-à-dire que toutes les infractions de droit commun classiques peuvent s'appliquer à différents stades au chef d'entreprise en fonction des circonstances de son activité professionnelle. Ça peut être, effectivement, comme je l'ai indiqué, des homicides involontaires sur des chantiers, des blessures involontaires, ça peut être des mises en danger, ça peut être au niveau du travail, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral sur le plan du travail, ça peut être des violences causées sur des salariés, ça peut être des violences causées sur un chantier entre salariés au cours desquels l'employeur est susceptible d'être impliqué, ça peut être des escroqueries, ça peut être des abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, corruption, bref, tous ces éléments-là que l'on retrouve dans d'autres secteurs, qu'on retrouve dans les collectivités publiques, qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Hein, la violence, l'escroquerie ne sont absolument pas réservées au col blanc, bien au contraire. Et puis, vous avez après les infractions spécifiques. Alors, je ne les ai pas listées, mais vous avez toutes les infractions spécifiques, notamment qui ont trait au droit du travail, hein, sur le délit de marchandage, le prêt de main-d'œuvre illicite, sur la discrimination à l'embauche, sur les infractions en matière d'hygiène et de sécurité, etc. Sur vraiment des infractions qui concernent, là, pour le coup, spécifiquement le chef d'entreprise que vous êtes susceptible devant lesquelles vous êtes susceptible d'être confronté et pour lesquelles il faut effectivement que vous preniez vite vos dispositions pour que vous ne soyez pas un jour confronté à ce type de problématique. Ensuite, donc, sur la responsabilité des personnes morales. Alors, il y a deux types de responsabilités. Vous avez la responsabilité de la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, et la responsabilité du dirigeant. Sur la responsabilité de la personne morale, la seule personne en France qui ne peut pas être concernée par une responsabilité pénale, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État ne peut pas être condamné pénalement. Ça n'existe pas. Elle peut être condamnée devant la Cour européenne des droits de l'homme, elle peut être condamnée devant le tribunal administratif, elle peut être condamnée de différentes manières, mais jamais il n'y aura une sanction pénale contre l'État. La peine de mort n'est pas possible contre l'État. Même si elle est possible contre des personnes morales, puisque la dissolution peut être parfois, dans des rares cas, mais ordonnée. Donc, dissolution, c'est comme la peine de mort, mais pour les entreprises. En revanche, il y a quand même les sociétés, enfin les collectivités publiques, telles que le département, région, ville, métropole, qui peuvent, elles, voir leur responsabilité pénale en cours. Et puis pour nous, je pense que c'est ce qui nous intéresse, nous personnellement, ce sont tout ce qui est société civile, de type SCI, SCM, SCP, donc société civile, société commerciale, syndicat de copropriétaires,
syndicats, comités d'entreprise, alors CHSCT, ça ne s'appelle plus comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, le nom a changé, mais ces entités peuvent également avoir la responsabilité pénale encourue. Elles sont dotées de la personnalité morale, et dès l'instant où elles sont dotées de la personnalité morale, elles peuvent avoir leur responsabilité pénale encourue. Ce sont les ordres professionnels, ordre des avocats, ordre des notaires, ordre des huissiers de justice, associations, partis politiques, collectivités publiques. Même l'UPE 06 peut voir sa responsabilité pénale encourue pour des malversations qui pourraient être commises, mais évidemment, ça n'est absolument pas envisageable. Donc ça, ce sont les personnes qui sont concernées, et les cas dans lesquels ces personnes morales sont susceptibles de voir leur responsabilité pénale encourue, ce sont, de manière générale, toutes les infractions pénales qui sont répertoriées, alors, sauf certaines bien spécifiques, notamment le droit de la presse. Ou le droit de la presse, on ne peut pas aller chercher sous certaines conditions la responsabilité pénale d'une personne morale. C'est très, très complexe. Mais de manière générale, toutes les infractions, la plupart des infractions qui figurent dans le code pénal et dans les autres textes de loi, droit du travail et autres textes non codifiés, eh bien, sont susceptibles d'engager la responsabilité de la personne morale. Article 121-2, s'il y a un article à connaître, enfin, il y a peut-être 2 ou 3 articles que je ne citerai pas plus, c'est que l'infraction doit être constituée si le délit a été commis, enfin le délit ou le crime ou la contravention, pour son compte, par ses organes ou ses représentants. Les organes, effectivement, on les entend comme assemblée générale, conseil d'administration, conseil municipal. Et les représentants, c'est tout ce qui est président du conseil d'administration, président du directoire, président directeur général, gérant, administrateur, mandataire et même dirigeant de fait, c'est-à-dire qu'on peut rechercher la responsabilité pénale d'une personne morale sur la base d'actes commis par un dirigeant de fait, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a absolument aucune, c'est ce qu'on appelle les dirigeants, dirigeants de fait, en opposition avec dirigeants de droit, qui peuvent être parfois des dirigeants de paille, c'est-à-dire vous avez parfois des entreprises où, parce que la personne a été interdite d'exercer ou d'exercer une fonction de direction d'une société, eh bien, place un pion, place une grand-mère de 95 ans à la tête d'une société. Elle sera dirigeante de paille, c'est-à-dire qu'elle n'aura de dirigeante que le nom, mais en revanche, on ira rechercher la responsabilité pénale de la personne qui l'a placée, c'est-à-dire dirigeant de fait, qui n'a aucune espèce de lien juridique officiel avec l'entreprise, mais qui en est en réalité son dirigeant réel. Donc, je répète, infraction commise pour le compte de l'entreprise par ses organes ou par ses représentants. Donc ça, c'est vraiment très important parce que éventuellement, un employé qui a agi de sa propre initiative sans aucune instruction de la part de ses représentants, de l'organe, du délégué pour le compte de la personne morale, eh bien, lui ne pourra, cette personne-là qui agira de façon seule, même pour le compte de l'entreprise, mais seule et sans aucune instruction et sans aucun lien juridique qui est susceptible de lui être apporté, c'est-à-dire qu'il n'est pas représentant, eh bien, ne peut engager la responsabilité de la personne morale. C'est très important parce que de façon générale, souvent, les procureurs essayent d'aller attirer la personne morale dans le cadre des procédures avec la personne physique parce qu'elles savent que la personne morale, financièrement, est quand même peut-être plus à même de payer des amendes et dommages-intérêts. Mais si on arrive à démontrer que les faits ont été commis de façon totalement isolée, sans aucune espèce d'instruction, sans aucune espèce de compétence particulière, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas aller rechercher la responsabilité de la personne morale. On continue par voilà. Les infractions intentionnelles et intentionnelles, c'est une distinction qui est importante puisque les infractions dites intentionnelles, donc des intentions qui sont commises dans le but, où la personne elle agit dans le but, en sachant et elle en est parfaitement au courant, qu'elle va commettre une infraction. C'est-à-dire j'emploie au black un salarié parce que je n'ai pas envie de payer les charges sociales, je prends de l'argent dans l'entreprise à des fins autres que ceux qui ressortent de l'intérêt social de l'entreprise, eh bien, ces infractions intentionnelles sont susceptibles, elles, d'engager à la fois la responsabilité pénale de son auteur, personne physique, mais également de la personne morale
dans le cadre de sa responsabilité pénale. Et ce que je mentionne, c'est qu'il en va effectivement d'actes qui entrent dans le cadre d'une situation générale défectueuse, c'est-à-dire que ça sera un point sur lequel je m'attarderai un instant. Dès l'instant où l'employeur aura laissé une situation dégénérée et des actes, ou en tout cas une espèce d'ambiance générale délétère, absolument non réglementée, eh bien, on pourra venir considérer que la responsabilité de la personne morale peut être engagée en même temps que la personne physique. Et en matière d'infractions non intentionnelles, par exemple des fautes d'imprudence, de négligence, eh bien, on pourra engager seulement, le procureur pourra exercer des poursuites à l'encontre seulement de la responsabilité de la personne morale lorsqu'il n'apparaît pas de faute personnelle imputable à des personnes physiques ou si le dirigeant fait état de circonstances particulières excluant sa participation. Moi, j'ai déjà eu des cas où j'ai défendu une collectivité publique où il y avait eu des malversations à différents niveaux sur des passations de marché publiques et qu'il était impossible, dans le cas de cette nébuleuse de passation de marché, de retenir personnellement une responsabilité spécifique. On était vraiment sur des cascades de négligence, mais sans qu'on puisse réellement identifier quels en étaient les auteurs. Et que finalement, ceux qui apparaissaient, c'était ce qu'on appelle les lampistes, des personnes qui n'avaient pas forcément de responsabilité. Eh bien, la collectivité a vu sa responsabilité engagée et tous les autres n'ont pas été poursuivis, ou certains avaient été poursuivis mais relaxés parce qu'on n'avait pas réussi à pouvoir les identifier spécifiquement. Donc ça, c'est pour la personne morale. Et sur la personne physique, donc le dirigeant de la personne morale, ça c'est important parce que l'entreprise, parfois, enfin le chef d'entreprise préfère mettre en avant la personne morale qui, quelque part, sert d'écran et la protégera d'éventuelles poursuites. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, très souvent, le dirigeant peut voir sa responsabilité pénale encourue avec la personne morale. Pour cela, il s'agit du chef d'entreprise. Donc, au sein des industries réglementées, toutes les entreprises soumises aux règles de police générale sont des personnes physiques qui exploitent une entreprise personnelle individuelle, sont des dirigeants de droit des personnes morales, donc les dirigeants de sociétés anonymes, ce que je disais tout à l'heure, à conseil d'administration, le président du conseil d'administration, le président des sociétés par action simplifiée, le président du directoire, le gérant d'une SARL, les administrateurs d'un groupement d'intérêt économique, le liquidateur amiable d'une société. Ça peut être également les dirigeants de fait, comme je vous disais, donc des personnes qui n'ont juridiquement pas de lien avec l'entreprise, mais dont on sait qu'ils sont en réalité les véritables dirigeants. En revanche, membres du conseil de surveillance des sociétés à directoire, c'est un peu technique, commissaires aux comptes qui ne participent pas à la gestion, directeurs salariés de personnes morales sans autonomie, eux ne peuvent pas voir leur responsabilité pénale à titre personnel encourue concurremment avec la personne morale. Préciser également que, et on avance un petit peu sur les slides, le dirigeant qui est retraité ou qui a démissionné, eh bien, lui peut voir sa responsabilité pénale personnelle encourue pour des faits qui ont été commis alors qu'il était en place dans l'entreprise. Deuxième article à retenir, très important, voilà, article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. C'est-à-dire que pour pouvoir engager la responsabilité du dirigeant, il faut que la faute lui soit personnelle. Il faut qu'il ait commis personnellement une faute. Et là, les exemples que je vous cite sont importants. Ça vous permet de bien comprendre. Salarié conducteur de grue, bourré, qui prend sa machine, qui manie sa machine de façon un petit peu aléatoire et qui blesse un passant, eh bien, l'employeur ne peut pas être derrière son conducteur de grue du matin au soir, la veille, en vérifiant ce qu'il a pris comme consommation d'alcool et en lui disant « Oh, ce matin, j'ai constaté que… » Non, le dirigeant ne peut pas nécessairement voir sa responsabilité encourue lorsqu'un salarié agit de façon totalement isolée, sans que l'on puisse contrôler et sans que l'on puisse se dire « Mais attends, l'employeur avait l'obligation de suivre son salarié 24 heures sur 24. » En revanche, si l'employeur sait que son salarié est une personne fragile qui
régulièrement a eu déjà des antécédents, conduit des engins qui sont dangereux et ne fait aucune vérification sur son état, là, ça va poser une difficulté. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la faute du dirigeant doit lui être personnelle. C'est-à-dire que là, on parle de intentionnel, non intentionnel, peu importe. Il faut savoir qu'une faute, elle peut être intentionnelle, donc j'ai l'intention de commettre l'infraction, ce que je disais, ou non intentionnelle. On laisse une situation délétère perdurer, elle-même conduit à un dommage, conduit à une infraction. Là, effectivement, ça pose une difficulté. Alors, tu peux revenir sur le slide d'avant, parce que j'étais justement en train de lire l'exemple. Voilà. Ah, mais finalement, c'était pas. OK. Donc, l'employeur verra sa responsabilité pénale encourue, non pas parce qu'il n'a nécessairement cherché à commettre l'infraction, mais parce qu'il n'a pas veillé à ce que les prescriptions légales réglementaires ont été appliquées dans l'entreprise, à ce qu'il n'a pas veillé à un principe de précaution, parce qu'il n'a pas veillé à ce que, là je parlais de mon exemple, son salarié soit suivi, son salarié soit contrôlé, et qu'il ne devait pas prendre cette machine alors que l'on savait qu'il avait une grande fragilité, que régulièrement il arrivait bourré au travail. Et ça, c'est très important parce que même si la loi elle dit qu'on ne peut être responsable que de ce que le dirigeant a effectivement personnellement fait, eh bien, le fait de ne pas être suffisamment vigilant constitue un motif de responsabilité pénale du chef d'entreprise. Autre exemple, une noyade dans un parc aquatique. Allez, Aquasplash, Aquatica ou Marineland, noyade. On s'aperçoit qu'un enfant, par exemple, a sauté de la barrière, est tombé. Bon, la barrière est suffisamment haute, il n'y a pas de problème de réglementation. En revanche, le surveillant de la baignade est arrivé, il n'a pas fait les gestes qu'il fallait, il n'a pas vu l'arrêt cardiaque, etc. Il n'a pas fait les gestes nécessaires. L'enfant est décédé. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, le secouriste n'avait pas les diplômes. Il était incompétent, il n'avait pas les diplômes, on n'avait pas vérifié, etc. Là, le chef d'entreprise avait l'obligation de vérifier les diplômes. Il ne l'a pas fait. Autre exemple, vous embauchez quelqu'un pour aller sur un chantier, il vous donne ses papiers, vous ne voyez pas sur la carte de séjour qu'en fait, il n'avait pas le droit de travailler, qu'il était irrégulier, régulier sur le territoire, mais n'ayant pas le droit de travailler parce qu'il n'avait qu'un récépissé, etc. Vous l'avez fait travailler, il vous appartenait de vérifier sur la carte de séjour qu'il ne pouvait pas travailler. Et même parfois, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on vous dit, mais attendez, moi, il m'a donné une carte de séjour, en fait, c'était son frère. Quelque part, vous pourriez voir votre responsabilité encourue parce que vous n'avez pas vu que c'était son frère ou qu'il ne vous a remis qu'une copie, il n'y avait pas l'original. Bref, ça va très loin en termes de responsabilité. Donc, pour vous résumer la situation, la recherche de la faute du chef d'entreprise est à la fois stricte puisqu'une faute personnelle doit être recherchée, mais à la fois très large puisque la faute, que je vous disais, non intentionnelle, faute d'imprudence, de négligence, peut être effectivement très, très, très largement appliquée. Voilà sur ce point. Est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas de questions sur cette partie spécifique? Non? Je continue. S'il vous plaît, ouais, j'aurais une petite question par rapport à la délégation. Pour reprendre l'exemple que vous venez de citer, le contrôle des papiers sur quelqu'un qui dispose d'un visa de travail, voilà. Si on délègue cette responsabilité à une personne qui s'occupe des ressources humaines, des RH. J'en parlerai un peu plus tard. Effectivement, j'ai prévu d'en parler, mais vous avez tout à fait raison. C'est un moyen de contournement, enfin pas de contournement, mais de limitation et de la responsabilité pénale du chef d'entreprise, c'est la délégation. J'en parlerai rapidement en toute fin, mais effectivement, vous avez raison sur ce point. Là, je vous rejoins. Mais j'en parlerai un petit peu après, éventuellement, pour intervenir si besoin. Savoir aussi, ça c'est très important pour le chef d'entreprise, c'est que nous, on a un vrai rôle d'accompagnement dans le chef d'entreprise au niveau de son positionnement dans la procédure pénale. Il faut savoir que la responsabilité pénale telle qu'elle est enclenchée dans le cadre des propos que je vous ai explicités juste avant, va faire son apparition et va intervenir, va se manifester dans le cadre d'une procédure dite pénale.
Bon, là, il y a plein de modalités, de types de procédures pénales différentes dans lesquelles vous pouvez voir votre responsabilité recherchée et votre condamnation recherchée par le procureur de la République. Déjà, c'est pour l'introduction de la procédure. Ça peut être suite à une plainte qui a été déposée à un procureur de la République. C'est suite à une plainte de certains services type DGCCRF, signalement. Ça peut être une enquête suite à un appel anonyme. Ça peut être un salarié qui… Voilà, les modes de survenance de la procédure pénale sont multiples et peuvent intervenir par le biais de différentes personnes, des personnes physiques, des autorités judiciaires, des autorités administratives pour lesquelles on a considéré qu'à un moment donné, suite à un contrôle ou suite à une dénonciation, il y avait une infraction susceptible de vous être reprochée. Il faut savoir aussi que votre responsabilité pénale pourra être recherchée classiquement devant un tribunal correctionnel, passer devant le tribunal pour être jugé pour tel délit qui a pu être commis. Mais il faut savoir qu'en matière de droit pénal des affaires, un gros attachement est apporté à tout ce qui est alternative. Pas forcément alternative aux poursuites, mais alternative aux juridictions classiques type correctionnel, tribunaux, etc. Ce sont des procédures, par exemple, de plaider coupable, ce qu'on appelle la CRPC, procédure de plaider coupable, où vous reconnaissez votre responsabilité et en échange, on vous propose une sanction, vous l'acceptez et l'infraction est actée et fin de l'histoire. Ça peut être pour vous, ça peut être effectivement également pour votre entreprise. Ça peut être des ordonnances pénales, des compositions pénales. Vous passez devant un délégué du procureur qui vous propose une amende, vous la réglez et puis l'affaire en reste là. Ça peut être des rappels à la loi, ça peut être une transaction pénale. Il y a beaucoup de moyens alternatifs qui sont faits pour éviter un petit peu l'humiliation du passage collégial ou pas devant le tribunal correctionnel public, devant différentes personnes, et pour pouvoir trouver des solutions alternatives. L'exemple récent, c'était notamment certains chefs d'entreprise, notamment Bolloré, qui, dans le cadre d'une instruction, étaient poursuivis pour des faits de corruption à l'étranger. On a voulu passer par la voie d'un plaidé coupable qui a été mis en place par la suite pour passer dans un bureau, puis dans un autre bureau, pour payer une amende et pour ensuite passer à autre chose. Il se trouve qu'elle a échoué pour des raisons, à mon sens, un peu politiques, mais en tout cas, il faut savoir que même sur des infractions très importantes, même sur des montants très importants, vous pouvez avoir des alternatives aux poursuites. Après, il y a des choses très lourdes, notamment des instructions. C'est-à-dire que homicide involontaire, par exemple, on n'arrive pas trop à trouver les responsabilités, il faut que des investigations complémentaires soient menées, le procureur va demander à ce qu'un juge d'instruction soit désigné, le juge d'instruction va être désigné, va vous convoquer, va vous mettre en examen ou pas, va continuer ses investigations, et puis une fois que le dossier lui paraît terminé, clôturera le dossier, le renverra devant le tribunal correctionnel pour que vous soyez jugé. Ça, c'est vraiment un mode qui n'est pas le plus systématique, mais qui peut intervenir quand les infractions sont complexes ou très importantes. Et puis, nous avons aussi des enquêtes préliminaires classiques, enquêtes de police sous l'autorité du procureur, avec maintenant, il faut le savoir, de plus en plus d'ouverture de la procédure aux parties. C'est-à-dire que régulièrement, on a des procédures un peu complexes. Moi, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, notamment sur des gros marchés publics, avec le parquet national financier de Paris, où en fait, ils faisaient leur enquête, officielle, mais vraiment secrète, parce que l'enquête est secrète. Et à un moment donné de la procédure, le procureur décide d'ouvrir le dossier aux parties, à leurs avocats, pour qu'on puisse rentrer dans la procédure et qu'on puisse regarder les éléments et apporter nos éventuelles observations. Donc ça, c'est des choses nouvelles qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir ce qu'on appelle le contradictoire au regard des différentes parties, ce type de procédure. Rapidement, après, je ne vais pas forcément aller plus loin sur ce point. Voilà, ces possibilités sont multiples. Donc, c'est vrai que ça fait souvent très peur aux chefs d'entreprise qui a la crainte de se trouver à comparaître devant une juridiction, même devant un procureur. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de l'accompagner, le rassurer, lui faire part de tous les enjeux. Et d'ailleurs, ça m'amène à la transition par la suite sur le dirigeant qui est une personnalité particulière. Désolé pour le slide, j'étais un peu feignant sur ça, mais je vais vous faire 2-3 mots. Savoir que chef d'entreprise, ça peut être soit
sans le dénigrer, hein, le gérant d'un snack ou d'un petit bar de quartier, et ça peut être aussi un gros patron du CAC 40 qui est amené à faire face à la procédure pénale. Et d'ailleurs, même le patron du CAC 40, même s'il y a des délégations de pouvoir, etc., dont on parlera rapidement, peut voir sa responsabilité pénale encourue. Ça s'est déjà vu, ça se verra de plus en plus. Et là-dessus, ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Mais il faut savoir qu'en général, il est très peu préparé à ce genre de choses. Quand même, je ne sais pas, vous avez vu récemment dans l'affaire Télécom, le PDG lourdement condamné, Didier Lombard, se trouve en correctionnel pour du harcèlement moral à titre personnel. Alors c'est quand même le PDG de Télécom, au moment des faits, il s'est retrouvé devant un tribunal correctionnel à s'en prendre plein la tête et à se faire vraiment lourdement condamner. Donc les chefs d'entreprise ont une peur bleue. Une peur bleue de la procédure pénale, pourquoi? Parce qu'il y a toujours la peur de la prison, le spectre de la prison. Et puis, la prison, il faut vraiment aller loin, hein, pour l'infraction, pour aller en prison, mais ça intervient, et vous l'avez dans la presse au quotidien. C'est aussi avant la prison. C'est aussi ce que l'on a, la garde à vue. C'est-à-dire que la garde à vue est très souvent utilisée par les services enquêteurs, même à l'encontre des services, même à l'encontre des politiciens et des chefs d'entreprise. Et je peux vous assurer que, contrairement à certains endroits comme à Paris, où vous avez, quand Sarkozy a été placé en garde à vue, bon, on s'était arrangé pour le mettre dans un hôpital, ou parfois certaines fois les gardes à vue étaient levés la veille pour partir le moment. À Nice, si vous êtes à la brigade financière de la police judiciaire pour une affaire d'éventuels détournements de fonds, de malversation, d'ABS, de ce que vous voulez. Quand vous passez la nuit en garde à vue, vous ne passez pas la nuit en garde à vue dans un petit F1 en face de Var, surveillé par un policier devant. Vous allez, et ça je l'ai déjà vu, hein, des professions libérales, notaires, huissiers, avocats, commissaires-priseurs, etc., se retrouver la nuit à côté du dealer du coin, à côté du type qui a agressé une vieille dame, à côté du type qui, voilà, vous vous trouvez dans un commissariat, dans des geôles. Et j'avoue que ça fait, je pense que le sentiment doit être quand même très, très désagréable. Et notre rôle, c'est là, voilà pour me vendre, mais notre rôle, c'est vraiment de vous expliquer comment ça va fonctionner, de vous expliquer pratiquement les choses, vous dire par exemple bêtement de surtout pas arriver avec des vêtements avec des lanières parce qu'on va vous les couper, avec des chaussures avec des lacets parce qu'on va vous les retirer. Il faut arriver bien couvert parce qu'en général il fait froid et qu'il ne vaut mieux pas trop utiliser les couvertures qui sont mises à disposition, bien manger avant, voilà, ce genre de choses. Toute une série de préconisations sont apportées pour pouvoir vous préparer à ce type de choses parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec des juges intelligents, des procureurs intelligents où le type, c'était un chef d'entreprise, il allait devoir passer 2 jours en garde à vue. On s'était arrangé le soir parce que le type arrivait en plus de loin pour lui lever la garde à vue le soir, pour la recommencer le lendemain, pour lui permettre de rentrer chez lui parce qu'on savait très bien que pendant les quelques heures de sommeil, il n'allait pas s'enfuir au Venezuela. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Moi, j'ai un gars comme ça, c'était un type qui était en fuite pour des affaires financières à l'étranger. Le juge, ça l'emmerdait d'aller balancer un mandat d'arrêt contre lui. Le juge a décidé de négocier qu'il vienne. En revanche, je lui ai dit, bon voilà, il a des problèmes de santé, on a un certificat médical, et on s'est arrangé pour expliquer, pour jalonner en fait sa procédure et de faire en sorte qu'il ne soit dans les locaux de police que le temps de ses auditions, qu'en dehors, il soit dans des conditions satisfaisantes, que le soir, il puisse aller à l'hôtel, qu'il puisse revenir le lendemain, que tout se fasse correctement. Ça s'est fait et là-dessus, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc ça, c'est important d'appréhender cela parce que le rôle du patron dans le cas d'une garde à vue, alors ce n'est pas toujours de garde à vue, ça peut être des auditions classiques, assisté toujours d'un avocat, bien sûr, mais ça peut être aussi garde à vue. C'est important parce que si vous flanchez, si vous perdez un petit peu le rythme et si vous perdez un peu votre éveil,
vous pouvez dire des conneries et vous pouvez signer des conneries. Et après, nous, on doit sortir les rames pour pouvoir essayer de revenir sur les conneries que vous avez pu dire, qui n'étaient absolument pas fondées, parce que vous n'avez pas assez de sommeil, parce qu'on vous présentait des questions. C'est très important la façon dont les questions sont présentées. La façon, vous savez, quand on dit bon, nous avons vu le dossier, nous apercevons que vous avez commis une infraction d'abus de biens sociaux parce que nous avons ci, parce que nous avons ça, parce que nous avons ça, et que vous avez détourné l'argent, vous êtes manifestement coupable, qu'avez-vous à répondre? Eh ben, vous répondez, si effectivement je reconnais que vous, entre guillemets, vous êtes en train de m'expliquer que je suis coupable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez les éléments, vous me dites que c'est une infraction, j'en prends acte. Et bien là, c'est une grosse connerie parce que derrière, on va s'en servir, on va vous le prendre et on va l'utiliser contre vous. Alors que nous, on va vous dire de répondre en disant vous m'informez que vous considérez que ce que j'ai fait est une infraction. Pour moi, ce n'est pas une infraction, mais je prends acte de ce que vous me dites et vous laissez les choses ouvertes. Surtout, très important, les formulations. Parce que parfois, les formulations aussi sont faites à l'oral, mais la question n'est pas la même à l'écrit. Donc, quand vous répondez, ça ne correspond pas forcément à la question qui est posée à l'oral. Mais en revanche, ça correspond très bien à la question qui est posée par écrit et qui va vous mettre dedans. Donc, je ne dis pas que les policiers sont tous tordus, mais je sais que parfois, pour avoir des aveux et pour pouvoir boucler un dossier quand il leur manque quelques petites choses, c'est toujours très important de pouvoir vraiment contrôler la réponse qui est la vôtre. Toujours, évidemment, relire à la fin. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous faites corriger. Et s'ils ne veulent pas corriger, vous leur dites « je ne signe pas ». Moi, j'ai passé 7 heures d'audition dans des services administratifs là, il y a quelques semaines. 7 heures d'audition, ça s'est très, très mal passé. On a eu 5 minutes de pause, c'était l'horreur. Le client, à la fin, il les insultait, il sortait que des conneries. Ça allait dans tous les sens. À la fin, moi, je faisais des observations en disant, mais arrêtez, c'est lamentable. Et moi, il me notait ce que je disais, l'avocat dit c'est lamentable, l'avocat dit qu'on s'en prend à son client, etc. C'était une horreur. Bon, à la fin, on s'est regardé avec le client, on a relu son audition de 7 heures pendant 1 heure. Et puis à la fin, on les a regardés, on a dit, OK, à bientôt. Il faut signer. Ah non, on ne signe pas. Ah alors marqué refus de signer. Non, on ne signe rien. On n'est pas obligé de signer. Savoir quand même, pour nous, entreprise, on a le choix de ne pas répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions. Nous, en chef d'entreprise, on n'est pas des criminels. C'est vrai que moi, quand j'ai des gars, gros trafic de stupes, chargé chez chargé, surveillé chez surveillé, interception téléphonique, etc. En général, je sais que je vais au ballon, je sais que je vais en prison, donc je ne vais pas m'amuser à venir essayer de répondre à des questions sur la base de pièces dont je n'ai pas connaissance. On ne répond pas. On ne répond pas et on verra plus tard quand on aura accès au dossier. Vous, chef d'entreprise, vous êtes des gens civilisés, des gens de bonne composition, vous n'avez rien à cacher, sauf si les choses tournent mal et que le comportement de l'enquêteur est mauvais. En général, vous allez quand même essayer de répondre aux questions. Très important. Parce que ça montre quand même votre bonne foi et que derrière, on ne va pas s'amuser à se la jouer bandit, à cacher les choses, si on n'a effectivement rien à se reprocher. Quand on n'a rien à se reprocher, quand on est carré, il n'y a aucune raison de venir de venir partir sur une attitude de dénégation totale et de rejet de répondre aux questions, parce qu'évidemment, ça impacte un petit peu l'image qu'on peut avoir de la personne pour le policier ou le procureur de la personne que l'on a en face. Donc voilà pour cette personnalité particulière à défendre. Il y a un micro qui est ouvert. Moyen d'éviter la responsabilité pénale. Alors, vous allez dire, première chose, anticiper, prévenir, prévoir. Slide suivant. Élodie, slide suivant aussi. Merci. Voilà. Ne pas se mettre en situation de faute. Alors vous allez dire, il est gentil l'avocat, effectivement, si on n'est pas en situation de faute, on ne risque pas de voir sa responsabilité engagée. C'est vrai, mais parfois ça va mieux en le disant, et il est clair que, comme je vous l'ai dit au départ, il est très, très difficile de prévenir les infractions pénales. Il y en a 13 000, voire plus, et on ne peut pas les classer, on ne peut pas les codifier, on ne sait même pas combien il y en a actuellement. C'est très compliqué. Donc, il
faut trouver une solution pour ne pas se mettre dans ces situations de faute, notamment pour les petits chefs d'entreprise de PME qui n'ont pas forcément des strates de direction et qui sont eux-mêmes directeurs commerciaux, directeurs financiers, directeurs administratifs, directeurs juridiques et doivent gérer tout. Alors, évidemment, en général, ils sont assistés d'un expert comptable, mais un expert comptable, c'est très bien, mais un expert comptable, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un juriste. Il a une connaissance parcellaire de certaines choses. Alors, il sera très bon sur des choses administratives, sur les déclarations, mais tout ce qui est risque pénal, tout ce qui est infraction, vous ne le verrez plus. Hein. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, il vous fait vos déclarations, et puis au moment où vous êtes poursuivi pour un redressement fiscal, voire parfois une fraude fiscale, vous n'avez plus d'expert comptable. Et c'est là que nous, on doit intervenir. Donc, il faut savoir que si vous pouvez utilement vous doter d'une direction juridique, direction sociale, administrative, évidemment, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il faut systématiquement prendre en amont des conseils judicieux. Et nous, les avocats, on est là pour vous aider. Pas forcément une fois que le mal est fait, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, il va falloir faire le nécessaire pour tout nettoyer. Mais avant de tout nettoyer, c'est aussi bien d'anticiper les choses et de voir avec vous ce que tel type d'acte, ce que tel type d'initiative va faire. Parfois, on intervient, la personne est déjà en garde à vue. Idéalement, c'est avant qu'elle soit en garde à vue. Encore plus idéalement, c'est au moment où il vient de faire la connerie, mais la connerie, elle est peut-être rattrapable, ou même si elle n'est pas rattrapable, elle est gérable. Et on peut arranger les choses. Bon, c'est sûr que s'ils nous appellent pour dire je vais faire une connerie, comment il faut que je fasse la connerie, nous, on n'est pas là pour être complice de la connerie. Mais en revanche, il faut qu'on puisse être présent le plus tôt possible à vos côtés. On est soumis au secret professionnel. On peut vous aider dans le cadre d'éventuelles préconisations. Moi, j'ai un type qui est venu en disant je voudrais faire travailler des filles dans des bars. Après, bon, elles iront faire ce qu'elles veulent avec le client, mais comment on peut faire les choses pour les contrats. Bon, il est en train de m'expliquer qu'il voulait ouvrir un tripot pas un tripot, mais une maison close, mais il voulait trouver les moyens d'éviter de se faire poursuivre pour proxénétisme. Bon, voilà, là, à ce moment-là, il faut lui expliquer que ça ne va pas être possible et qu'il est hors de question qu'on puisse l'accompagner dans un tel projet. Il faut aussi choisir une structure adaptée, une structure qui correspond le mieux à votre situation. Et on a vu avant que le choix de la structure avait quand même une incidence dans le cadre de la responsabilité pénale du dirigeant. Et puis, composition d'une équipe adaptée, des gens qui ont effectivement les compétences. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas forcément de délégation de pouvoir, au moins que les personnes aient quand même les compétences suffisantes pour pouvoir gérer, eux, le risque et les éventuelles incidences pénales. Et effectivement, moi, c'est ce qu'on propose souvent, c'est la notion de délégation de pouvoir que je crois c'est M. Mercier évoquait tout à l'heure dans le cadre de son intervention. Alors, ça, c'est vraiment le plus important si vous devez le mettre en place. Alors, c'est pour les entreprises d'une certaine importance, puisque, évidemment, si vous êtes seul ou si vous êtes deux avec votre épouse, vous pouvez éventuellement tout déléguer à votre épouse, ça peut être une solution, mais ce n'est pas forcément la plus morale et puis la plus acceptable devant les juridictions pénales. Mais en revanche, si vous avez du personnel, n'hésitez pas à l'impliquer et de lui faire signer une délégation de pouvoir. Moi, je l'ai pour les entreprises du BTP où on prend le chef de chantier, bon, bien sûr, le chef de chantier qui connaît et qui a les diplômes et qui a les compétences pour pouvoir le faire, d'assurer lui-même toute la réglementation en matière de sécurité, sur des échafaudages, sur des mises en place de chantier, etc. Ça, c'est essentiel parce que ça va vous protéger. Ça va servir de tampon, ça va servir de fusible. Et ça va permettre aussi d'autonomiser la personne qui elle-même va se dire, attendez, moi, si j'ai une merde sur un chantier, c'est moi qui vais être au premier rang et plus mon patron. Donc, il faut que je fasse vraiment le maximum. Et pour que les règles soient effectivement respectées. Elles concernent d'ailleurs toutes les infractions. Évidemment, à condition qu'elles se situent dans le cadre de l'entreprise et qu'elles n'excèdent pas, évidemment, ce que la loi et ce que les statuts de l'entreprise permettent. Notamment, j'ai un exemple en matière fiscale ou douanière, je ne peux pas déléguer la responsabilité pénale
à un délégué de pouvoir, un délégué de pouvoir, parce que la loi ne permet pas en matière fiscale, en matière douanière, de pouvoir y procéder. La délégation, elle doit être justifiée effectivement par la taille de l'entreprise qui doit quand même avoir un nombre de salariés suffisant. Évidemment, s'il y a 2 salariés et que l'employeur délègue tout aux salariés, ça ne va pas effectivement être possible. Il y a quand même une appréciation de la notion de délégation. Il faut qu'il y ait une nécessité réelle de l'entreprise. Le simple homme de paille qui vient, qui n'a aucune compétence, qui parle à peine français, qui n'a aucun diplôme et qu'on vient mettre en délégataire de pouvoir, ça risque de poser effectivement une difficulté dans sa mise en œuvre et dans son appréciation ensuite par les tribunaux. Parce qu'il faut savoir que la délégation de pouvoir emporte délégation de responsabilité pénale, mais il faut qu'il y ait effectivement un transfert de pouvoir du dirigeant à son délégataire. Il n'y a pas de pouvoir. C'est-à-dire que si on vous donne une délégation de pouvoir à un salarié et que le salarié n'a absolument aucun pouvoir pour mettre en œuvre les préconisations d'entreprise, la délégation, elle ne vaut rien. Et c'est pour ça que le délégataire doit avoir les compétences suffisantes, il doit avoir une formation adaptée pour pouvoir répondre favorablement à cette délégation. Il faut qu'il ait cette autonomie suffisante, il faut qu'il ait une certaine indépendance, il faut qu'il puisse décider seul de certaines choses. Alors, il ne faut pas évidemment retirer de lien de subordination, parce que sinon, ça voudrait dire que le salarié étant le lien subordonné juridiquement de son employeur. Si vous retirez le lien de subordination, ce n'est plus vraiment un salarié. Donc, il y a quand même un lien de subordination, mais le lien de subordination ne doit pas empêcher le salarié d'obtenir une certaine autonomie dans le cadre de son activité. Et doit avoir les moyens suffisants pour le faire. C'est-à-dire qu'on lui dit, écoute, il faut que telle personne, toutes aient le matos pour pouvoir monter sur tel ou tel échafaudage et qu'au bout du compte, il n'a pas les moyens de pouvoir acheter le matériel, les sangles, les casques, etc., la délégation, elle vaudra effectivement rien de sérieux et ne sera pas applicable. De préférence, en fonction de chaque domaine de délégation, il faut qu'il y ait un seul délégataire. Sinon, si on dilue les délégataires, après, ça va se renvoyer la balle et au bout du compte, c'est l'employeur qui va récupérer le bébé. Donc, important de faire, si vous pouvez, un délégataire en fonction, si vous avez plusieurs salariés, en fonction des compétences spécifiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La mission doit revêtir une certaine permanence et une stabilité. Ce n'est pas, pour telle mission, je fais la délégation, là, je la retire, je la remets là, je la remets à tel endroit, etc. Il faut que les choses elles soient quand même une certaine cohérence. Voilà, une délégation ponctuelle ne sera pas acceptée. Il faut qu'elle soit cohérente. Et de même, il ne faut pas qu'elle soit trop générale. Si elle est trop générale, elle est ambiguë. Si elle est ambiguë, elle n'est pas applicable. Et si elle n'est pas applicable, c'est vous derrière qui trinquez parce qu'elle n'est pas valable. Et évidemment, ça c'est comme quand vous souscrivez une protection juridique dans le cadre d'un contrat et que vous avez un sinistre, il faut nécessairement que la délégation soit antérieure à l'infraction. Ce n'est pas je fais une connerie et hop, derrière, je signe la délégation avec mon salarié. Comme ça, c'est mon salarié qui assume le truc. Ce n'est pas possible, sauf à antidater les actes, mais ça, ce n'est pas mon problème. Et après, il y a un formalisme. Alors, le formalisme, il est plus ou moins il est important. Il n'y a pas de règles spécifiques. C'est vrai qu'en général, nous, on prépare des formalismes par écrit pour qu'en fonction des missions, que ce soit signé, contre-signé, que ce soit validé. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément obligatoire. Même si ce n'est pas obligatoire, il faut pouvoir prouver qu'il y avait effectivement cette délégation de pouvoir en fonction des attributions confiées. C'est-à-dire que sans marquer délégation de pouvoir, si le contrat de travail est très, très bien détaillé sur l'attribution du salarié, on peut le sous-entendre et on peut le déduire. Mais ça va mieux toujours en le disant, ça va toujours mieux en l'écrivant. Et en l'écrivant, si on dit machin chose, vous êtes bénéficiaire d'une délégation de pouvoir sur tel domaine et à ce titre, voilà ce que vous aurez à faire et voilà quelles seront vos responsabilités et voilà quelles seront les exigences que vous devrez avoir vis-à-vis des salariés qui sont sous votre responsabilité. C'est dénué d'ambiguïté, ça ne pose pas de difficulté et au moins vous êtes couvert dans le cadre de votre délégation. Étant aussi précisé, ça c'est important, que
il peut y avoir des subdélégations de pouvoir, c'est-à-dire que le délégué de pouvoir peut lui-même, et ça c'est dans une grosse entreprise, subdéléguer le pouvoir selon les conditions exactement les mêmes que précédemment. Je regarde. Ouais. Et il faut savoir que même en matière de délégation de pouvoir, vous avez quand même la responsabilité pénale du dirigeant qui peut être recherchée. C'est-à-dire que c'est pas un, comment, je sais plus dans quelle émission, un espèce de truc d'immunité. C'est que si, bon, comme je disais, la délégation est irrégulière, ça ne rentre pas. Si le fait fautif est en dehors de la mission visée par la délégation, ça ne s'applique pas. Si le dirigeant, lui, dit « je te délègue, mais c'est moi, mais je continue à faire moi-même l'infraction », si c'est le dirigeant à participer à l'acte fautif, sa responsabilité peut être également recherchée concomitamment et concurremment avec son délégataire. De même que si le dirigeant est seul à l'origine de l'acte fautif, évidemment que sa délégation ne peut pas être recherchée. Si le type il dit « écoute, je te donne délégation pour la sécurité sur tel chantier », mais quand l'employeur arrive, il dit « ouais, ça va, tu peux retirer ton casque, oui, ça va, tu peux retirer ton harnais, etc. » et que le type a un accident, évidemment que l'employeur aura sa responsabilité pénale en tant que dirigeant recherché. Voilà, je ne suis pas mécontent, j'ai réussi à tenir mon timing, même si du coup, j'ai peut-être fait échec à quelques petites questions. Je me tais immédiatement, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez pu appréhender un petit peu le contenu de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des retours? Voilà, n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Eric Deseo. Je voulais te demander, j'imagine que l'administration, c'est très important pour tout ce que vous avez expliqué. C'est-à-dire que j'imagine que d'avoir la possibilité de présenter des preuves en cas de problème. Est-ce que vous pouvez aussi conseiller concernant l'organisation d'administration et quel type de dossier à créer? Par rapport à quoi? L'organigramme de l'entreprise ou par rapport aux actes à Oui, faire distribution signer? des responsabilités dans l'entreprise, voilà, quel type d'action on avait prévu et voilà, tout ce qui est administration en fait pour les actions entretenues et les personnes responsables. Bon, ça dépend un petit peu aussi de la taille de l'entreprise, ça dépend du nombre de salariés, ça dépend du domaine d'activité de l'entreprise. Il y a pas mal de critères qui vont nous conduire à vous proposer des solutions en fonction vraiment, encore une fois, si on est sur des entreprises de moins de 5 salariés, ça ne va pas être la même chose que si on est sur des entreprises de 50, 100 ou 200. Ce qui est vraiment important, peut-être de façon générale, hein, sans rentrer peut-être dans les détails spécifiques, mais c'est que encore une fois, tout ce qui s'écrit se conçoit mieux, ça reste. Tout ce qui, voilà, les notes, les circulaires, les notes de service qui sont adressées aux employés, contresignées, alors valider c'est mieux, pour bien montrer les attributions des uns et des autres, pour bien montrer qui doit faire quoi, qui est en responsabilité de quoi et sur quel point être vigilant, c'est fondamental. De toute façon, c'est dès le départ, de toute façon, à la signature du contrat de travail, il faut que vous ayez déjà libellé votre contrat de telle façon que votre délégation de pouvoir intervienne, ou si elle n'intervient pas, que la dénomination du poste, elle soit bien claire. Et que si ça doit évoluer, eh bien, il faut ne pas hésiter à faire des avenants, ne pas hésiter à l'agrémenter au fur et à mesure des attributions et de l'évolution des responsabilités du salarié. Ça, c'est fondamental, dès le départ. Et puis ensuite, évidemment, sur des projets spécifiques, sur des missions spécifiques, ne pas hésiter à écrire, à envoyer des mails, à envoyer des instructions, à envoyer des notes, de façon à ce qu'on puisse derrière pouvoir s'assurer et démontrer que tel salarié avait toute la latitude, toute la responsabilité, toute l'autonomie pour pouvoir exercer cette mission sans que derrière, vous puissiez voir votre responsabilité encourue. Après, sur vous-même, votre propre activité, après, voilà, je vous dis, il faut être bien entouré, ne pas hésiter vraiment à étoffer ou à
renforcer ou à créer une direction administrative qui peut être elle-même dotée d'assistants ou de juristes pour pouvoir travailler sur ces problématiques. Et puis, ne pas hésiter, encore une fois, à solliciter, dans le cadre de missions, de contrats de mission, de contrats d'abonnement ou ponctuellement, des juristes extérieurs qui pourront utilement vous conseiller sur telle ou telle difficulté. Mais je reviens sur ce que je disais, plus tôt vous nous saisissez, plus tôt vous allez chercher l'information et vous allez chercher le conseil, plus ce sera rattrapable et facilement gérable par la suite. Quand c'est trop tard, pour nous, c'est là où on a l'habitude de gérer le trop tard, mais si on peut anticiper les choses, c'est quand même toujours un peu mieux. Merci, Oui. maître. Pardon, François-Xavier, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci pour cet exposé. Je voulais partager avec vous une expérience qui est arrivée à un de mes clients au sujet des délégations de pouvoir pour les banques, c'est-à-dire pour la mise en place de bénéficiaires pour recevoir de l'argent lors des paiements. On a eu une employée indélicate qui a modifié le RIB d'un fournisseur connu en mettant le RIB d'un de ses copains. Et lorsqu'on a payé la facture du fournisseur, eh bien, au lieu que l'argent arrive sur le compte du fournisseur, l'argent est arrivé sur le compte du copain. Bon, bref, je vous passe les détails, c'est bien terminé. La question que j'avais pour vous, c'est la suivante, c'est est-ce que du point de vue de la jurisprudence, on considère que, parce qu'on a porté plainte, bon, on n'a aucune nouvelle, est-ce que la jurisprudence considère que c'était à l'employeur de vérifier le travail de l'employé et dans le cadre de la délégation qui lui avait donné de signature, enfin de mise en place de bénéficiaires, ou est-ce qu'au contraire, dans ce cas-là, c'est vraiment la responsabilité de la personne qui a sciemment fait quelque chose de délictueux et qui donc ne peut pas, je dirais, la faute va s'arrêter chez elle et ne va pas être transmise au chef d'entreprise. Merci pour la question. C'est vrai que parfois, on va s'apercevoir que la personne morale peut à la fois être mise en cause comme prévenue, mais à la fois peut également avoir un rôle de victime et de partie civile. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va apprécier ce type de choses. On va dire, tiens, alors, la personne morale, est-ce qu'elle a trouvé un intérêt? Alors, déjà, première chose, dans ce que vous me dites, la personne morale, n'a absolument aucun intérêt à l'infraction. Aucun espèce d'intérêt à l'infraction, hormis le fait d'avoir eu son image potentiellement écornée par ce type de choses et par le comportement d'une salariée indélicate. Donc, dans votre exemple, honnêtement, l'employeur, moi j'ai déjà eu le cas moult fois dans ce type de dossier, ce n'est pas la première fois et ça arrive très souvent. À aucun moment, j'ai déjà vu la personne morale rechercher parce qu'elle n'a pas exercé une mission de contrôle sur son salarié en vérifiant que le RIB était conforme à celui qui était transmis. Si c'est ça, bah, vous ne pouvez plus embaucher, vous le faites tout vous-même. Donc, c'est sur le plan jurisprudentiel, aucune difficulté sur ce point. La question serait un peu plus délicate si on avait effectivement un acte, moi j'ai déjà eu des cas où l'acte avait été commis par le salarié dans le but exclusif de l'intérêt de l'entreprise. Et là, c'est emmerdant parce que les enquêteurs vont dire oui, c'est l'employeur qui a trouvé un intérêt parce qu'il a récupéré ci, parce que je suis revenu des salariés qui ont fait des malversations, mais sans vouloir retirer un bénéfice personnel, mais en retirant un bénéfice pour l'entreprise. Mais à ce moment-là, il faut bien démontrer que oui, effectivement, l'entreprise a eu bien intérêt, mais elle n'y a absolument non seulement commis aucune espèce d'acte positif dans le but de commettre cette infraction, mais il était impossible pour elle de pouvoir faire ces vérifications parce que de par la mission qui était dévolue à ce salarié-là, seul ce salarié était en mesure de pouvoir faire les vérifications. Donc, je pense que là-dessus, en tout cas pour votre exemple spécifique, aucune espèce d'inquiétude à avoir. Sinon, ça veut dire qu'il faut toujours que quelqu'un flique un mec qui lui-même est fliqué par un autre, et à ce moment, vous ne pouvez pas bosser, c'est impossible. Merci. Excusez-moi, sur ce point très spécifique, je voudrais attirer votre attention. On a été, nous, en contact dans le cadre de nos transports internationaux avec la société Loomis, Transport de fonds, qui nous a bien précisé que le transport de fonds d'argent ne peut être réalisé que par un mandataire social de l'entreprise
et que envoyer la petite Stéphanie avec un billet de 50 €, pardon, faire de la monnaie sur le trottoir d'en face, enfin, la réglementation du transport de fonds commence dès le premier euro. Je ne suis pas exactement spécialiste de la réglementation, mais voilà, il y a un petit point d'attention. Le transport d'argent est quelque chose qui peut impliquer le chef d'entreprise. Après, il faut que vous sachiez, alors, bon, sur la réglementation spécifique au transfert de fonds, je ne la connais pas non plus. Je serais très heureux de la connaître. Mais il faut quand même savoir que la justice, elle fait preuve de pragmatisme. Hein. C'est-à-dire qu'elle sait différencier la personne qui va aller mettre la recette à la banque tous les soirs, qui a cette mission-là, qui va mettre 500 balles, 600 balles, 1000 balles, etc., de la personne qui part sur des grosses recettes et au mépris je suis même en train je pense, dire une grosse connerie parce que je pense que de confier à une petite salariée sans aucune expérience ni aucune espèce de réglementation les recettes tous les soirs de l'entreprise, même à 1 000 €, ce n'est pas forcément effectivement une bonne chose. En revanche, effectivement, les premiers euros, les 50 €, faire de la monnaie, etc., pour moi, ça c'est du pragmatisme pur qui n'aura aucune espèce d'incidence sur le plan pénal. Mais il est vrai que ça c'est vraiment une question intéressante. Alors, j'avoue que je n'ai jamais eu le cas sur le fait de confier les remises de fonds à un salarié, mais il est clair que ça emporte des conditions de réglementation, à mon avis, spécifiques qui doivent échoir à l'employeur au mandataire social, mais évidemment à des délégataires. Hein. Si vous allez chez Carrefour, quoique chez Carrefour, ce sont les transporteurs de fonds qui viennent les chercher. Mais je pense qu'effectivement, il y a une réglementation spécifique et ça va être compliqué d'expliquer à un enquêteur sur le plan de la réglementation, mais ça, ce sera peut-être au niveau des assurances que ça marchera, que effectivement tel salarié, tous les soirs, elle avait un sac avec 5 000 € en espèces, chèques, enfin plutôt chèques également, hein, parce que les chèques peuvent être transportés, dans son petit sac, sans aucune protection, sans aucune vérification, etc. Donc, il est vrai que, voilà, pour répondre à votre question, la justice fait quand même preuve de pragmatisme et arrive quand même à distinguer les situations où là, il y a de l'abus manifeste de la situation où on est sur du ponctuel, où on est sur des montants quand même relativement de faible importance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Philippine, on t'écoute. Oui, bonjour. C'était une question parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir par rapport à la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour le Covid. Est-ce qu'il y a eu déjà de la jurisprudence? Alors, franchement, on s'est beaucoup intéressé à cette question-là, où on s'est dit l'employeur va voir sa responsabilité encourue, l'employeur. Le problème, c'est qu'il n'y a eu quasiment aucun contrôle qui a été effectivement réalisé. J'en ai pas vu, enfin, j'en ai pas entendu, on a peut-être eu, mais je n'ai aucun retour pour l'instant. C'est vrai qu'on avait une peur bleue de se mettre en difficulté. Alors, les seules choses que j'ai, moi, en ce moment, je travaille sur des EHPAD qui ont quelques petits soucis avec la justice, notamment sur certaines contaminations et certains décès. Mais hormis ça qui a été quand même relativement médiatisé, sur les entreprises spécifiques et sur l'application, je pense que honnêtement, Philippine, je pense que les inspecteurs du travail, les contrôleurs avaient un peu autre chose à faire et ont un peu laissé quand même les entreprises respirer et faire un peu comme ils le faisaient. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de contrôle, tu vois, sur les… C'est pour ça m'intéressait de savoir parce que c'est vrai qu'on nous a fait très peur avec des choses extrêmement contraignantes, avec des trucs parfois même compliqués à mettre en œuvre. Mais c'est vrai que finalement, s'il n'y a même pas eu de contrôle, rien, a priori, la responsabilité ne va pas être… Non, moi je pense que ça aurait été quand même
politiquement un peu compliqué et très, très mal accepté. Et même, je vais te dire, même sur les… voilà, aussi, il y a eu la règle aussi sur les restos qui ont ouvert, les trucs clandestins, mais ça, c'était encore autre chose. Mais il est clair que même pour les entreprises qui embauchaient au black, qui continuent à faire venir leurs salariés alors qu'ils étaient censés être en chômage partiel, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de contrôles ou d'appels, de choses inopinées. En tout cas, moi, je n'ai eu aucun retour là-dessus, aucun retour personnellement. Ok, bon, bah, si jamais tu vois passer une jurisprudence, ça m'intéresse. Allez, c'est bon, vendu. Merci. Merci Philippine. Merci. On a plein de petits mots dans le chat. Sophie qui nous dit très instructif, merci maître. Damien, merci pour cette présentation très intéressante. Yolène, très intéressant, de grande qualité, merci Adrien. Franck, merci de votre présentation, je dois vous quitter. Voilà. Bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a encore des questions. On était combien Eh ben, on était une vingtaine ce matin. D'accord. Là, on est descendu à 12 du coup. Je vous remets les coordonnées de Maître Verrier dans le chat. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent dans la journée, surtout n'hésitez pas à le contacter. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez toutes ces coordonnées. Et puis, Maître, je vous laisse le mot de la fin. Non, merci à vous. Merci de… Je devais le faire en présentiel, puis finalement, ça s'est fait en visio. Je crois qu'on s'y est habitué. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir… Moi, je préfère quand même le contact physique, c'est toujours mieux. On n'a pas l'habitude trop du distanciel, nous, chez les avocats, même si on plaide de plus en plus devant les télévisions. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire cette petite formation avec vous et de vous apporter quelques précisions. C'est vrai que vous avez souvent des avocats, notamment pour ils travaillent sur des choses très techniques. Sur le pénal, ça fait tellement peur. Et puis, c'est rare d'avoir des pénalistes en fait, qui interviennent en droit des affaires. Et voilà, c'est important qu'on apporte quelques éléments quand même pour démystifier, dépassionner, défantasmer un peu le risque pénal de manière générale. Savoir que c'est évitable. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, Maître. Merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette visioconférence. Et puis, on se retrouve de toute façon vendredi. Vendredi matin, on aura un speed business meeting. On a déjà plus de 40 inscrits. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus à partir de 9 h. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.